La Fondation Villadatrice est une fondation privée dédiée à la sculpture contemporaine située à l'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. Amoureux de la Provence, passionné par l'art et en particulier l'abstraction et la sculpture sous toutes ses formes, c'est en 2010 que Daniel Capel-Marcovici et Tristan Fourtine donnent naissance à cet espace d'art unique. Depuis 2011, la Fondation organise des expositions thématiques et présente de nombreux artistes, qu'ils soient émergents ou de renommée nationale et internationale. Ces expositions gratuites, toujours vivantes et surprenantes, ont pour vocation de faire découvrir la sculpture contemporaine à un large public. Cette année, l'exposition rétrospective Sculpture en fête, les 10 ans de la collection Fondation Villadatrice, célèbre 10 ans d'acquisition d'œuvres d'art. Pour l'occasion, 157 œuvres réalisées par 126 artistes sont réunies dans la villa et ses jardins. Elles transmettent l'histoire de ce lieu qui s'impose aujourd'hui comme un véritable écrin de sculpture contemporaine sur la scène culturelle et artistique. Cette exposition anniversaire est un voyage dans l'histoire de l'art des XXe et XXIe siècles, au gré d'œuvres modernes et contemporaines. De l'art optique à l'art cinétique en passant par l'art éco-responsable, les sculptures exposées évoquent la diversité des matériaux, des formes et des expressions artistiques. Blue Goddess, la sculpture de Nikit Saint-Phal, représente la déesse égyptienne Thoéris. Tout en reprenant les symboles de cette divinité, l'artiste y intègre des éléments qui la caractérisent, les couleurs vives, les poids ou encore la lumière. Protectrice de toutes les femmes, cette déesse porte en elle les valeurs féministes de la sculptrice. La sculpture joyeuse et animée de Frédéric Prescott revêt une valeur symbolique forte. Il s'agit de l'une des premières œuvres acquises par Daniel Capel-Marcovici et Tristan Fourtine en 1996. Elle témoigne de leur intérêt pour la lumière, la couleur, le mouvement et l'humour. Cette silhouette d'acier est une figure récurrente dans l'œuvre de Jaume Plensa. Il s'agit d'une enveloppe de lettres dont les caractères forment sa matière et son corps. L'œuvre évoque la légèreté de l'âme et l'amour de l'art qui contraste avec le poids de la pierre naturelle et brute. L'artiste nous dévoile sa vision universelle des humains avec ses différents types de langage. En 2013, l'exposition Sculptrice a rendu hommage aux artistes femmes afin de célébrer leurs talents et de rendre visibles leurs œuvres. En 2018, l'exposition Tissage-Tressage met en avant l'art du textile au sein de la sculpture contemporaine. Cette thématique présente des sculptrices qui, à travers leurs œuvres d'art, expriment leur intérêt pour des techniques ancestrales qui révèlent une faible frontière entre art et artisanat. Le cuivre est le matériau de prédilection d'Antonella Zazzera. Sa sculpture, composée d'un maillage de fils ordonnés et assemblés selon un rituel très précis, forme une trame métallique où s'accroche et se reflète la lumière. Le fil de cuivre est aussi la majeure source d'inspiration pour Alice Anderson. Il symbolise pour elle la connectivité au monde numérique et lui permet de mémoriser objets et architecture. Catherine Bosch détourne les cartes routières. Elle les ponce, les coud, les efface et les replie. En les modifiant à l'extrême et en les recouvrant d'une peinture noire, elle force l'œil du spectateur à se perdre et à s'interroger sur leur histoire et leur contenu. À travers ces environnements en fil de laine, Chiharu Shiota explore les notions de mouvement, de mémoire et de rêve. Ici, l'artiste a emprisonné un globe terrestre pour rappeler que malgré nos différences, nous sommes tous étroitement liés les uns aux autres. Isabelle Nolan s'amuse des paradoxes en habillant cette structure d'acier de tissu rose fuchsia gai et coloré. Elle crée une œuvre ouverte et fermée, simple et mystérieuse, discrète mais affirmée, qui dévoile sa sensibilité. Caroline Achindre réalise ses tentures de laine à la main grâce à la technique du tuvetage. Les couleurs qu'elle choisit, comme le jaune et le bleu, puissantes et joyeuses, évoquent l'esprit des masques de carnaval européens. L'œuvre de Rina Banerjee, réalisée à partir d'éléments naturels et de matériaux de récupération, rend hommage aux Amazones, femmes guerrières connues pour leur indépendance et leur audace. Le tableau sculpture de Johanna Vasconcelos, constitué de formes molles entremêlées, valorise la technique traditionnelle du crochet. Le foisonnement de couleurs vives montre les infinies possibilités de cette pratique souvent peu considérée. Les sculptures mots d'Annette Messager sont engagées. Elles évoquent le quotidien et nous interpellent sur les images préconçues de la société et de ses grands thèmes. Sheila Hicks s'intéresse au tissage des civilisations précolombiennes en appliquant leur structure complexe à son propre langage artistique. Enveloppée,
tissées, brodées ou nouées, ces créations constituées de fibres naturelles représentent pour elle une expérience nouvelle et intense de la couleur. Avec cette sculpture réalisée de fils de soie rouge et d'un chapeau de chantier récupéré au Bangladesh, Arwena Kosanet rend hommage aux femmes et dévoile au monde leurs laborieuses conditions de travail. À la fin des années 60, les artistes du mouvement support surface donnent une nouvelle définition à la notion de toile et de support artistique. À travers leur création, ils cassent les codes et s'affranchissent des règles. Aujourd'hui, les artistes contemporains continuent à s'ouvrir et à sortir du cadre en jouant avec les matériaux et en les détournant de leur fonction. Christian Jacquard invente une mise en œuvre picturale à partir d'outils, de cordelettes nouées, tressées et de pigments qu'il fait interagir à la surface de la toile. Ce langage personnel lui permet de représenter l'écoulement du temps. À partir de tissages et de matériaux de récupération, Patrick Sétou réalise des cerceaux fantaisistes. L'artiste utilise une technique primaire pour déconstruire les formes, les motifs et les couleurs. En découpant la toile et en y assemblant d'autres matériaux comme la laine ou la peinture, Yacine Giordano réalise une série de tableaux rappelant les masques des tribus africaines et des cultures amérindiennes. Pierre Daquin casse les codes de la tapisserie traditionnelle et expose la technicité du tissage et de ses nœuds. Il interroge le dialogue qui relie tapisserie et sculpture, en droit et en vers. Les sculptures couvre-chefs tressées de Meshack Gaba rendent hommage à ceux et celles qui ont fait avancer le monde par leur action politique, scientifique ou culturelle. Son œuvre Fela Kuti, qui montre un saxophone, est un éloge aux musiciens nigériens. Pionnier du mouvement support surface, Claude Viala réalise des peintures sur des filets, des toiles de bâche, des rideaux. Tous ces matériaux et ces matières se mêlent dans ces sculptures parfois complexes. Les sculptures de Daniel Dezeuze sont le fruit d'assemblages de matériaux divers qu'il puise dans un univers proche. Il détourne le mobilier urbain pour l'élever au rang d'œuvre d'art. Alain Clément développe un travail autour de la ligne. Ses œuvres d'art, entre peinture et sculpture, s'apparentent à des reliefs et des lignes colorées qui structurent l'espace tout en formant différents mots indéchiffrables. Laurent Bode fait voyager les spectateurs du côté de l'imaginaire en métamorphosant des matériaux ordinaires. Il joue ici avec un matériau pauvre, le néon, tout en s'amusant de ses couleurs et de sa présence au sein de l'espace. Judith Adman s'inspire des pierres dressées du néolithique. Réalisée grâce à la technique du crochet, sa sculpture évoque ces minéraux puissants, polis par le temps, nous rappelant que le temps est éphémère. Le XXe siècle marque un tournant majeur dans l'histoire de l'art. À travers leurs sculptures, les artistes ne cherchent plus à représenter le réel et s'éloignent de la figuration. Dans leurs œuvres abstraites, ils recherchent la pureté et la simplification des formes et des couleurs. Les créations de Tillman sont le résultat de recherches autour de l'espace, de l'urbanisme et des grandes villes. Il utilise principalement les couleurs primaires pour jouer avec la lumière et donner une nouvelle vision des immeubles et des gratte-ciels. Dans son tableau sculpture, Carmen Perrin expérimente les interactions entre différents matériaux industriels, le caoutchouc et la mousse. La matière perforée de l'œuvre fait référence à la fascination de l'artiste pour le vide qui compose notre univers. Dans ses créations, David Bill utilise exclusivement la forme du cube qu'il décline en de multiples variations. Véritable réflexion autour du volume et de l'espace, son œuvre constituée de plaques d'acier soudées revêt un aspect industriel et austère. La sculpture cinétique de Manuel Mérida présente un cercle de verre constitué de pigments rouges en rotation. Il célèbre à travers son œuvre contemplative et monochrome le triomphe de la forme et de la couleur en perpétuelle évolution. Marina Apollonio s'intéresse aux effets d'optique liés au mouvement. Elle utilise un matériau industriel pour constituer plusieurs séries de cercles assemblés. Elle engage l'action du spectateur qui, par ses gestes et ses mouvements, va participer à la transformation de sa sculpture. Octavio Herrera associe couleurs, lignes et formes. Dans sa sculpture, il développe une géométrie dont la composition semble s'auto-générer par l'indépendance des lignes. Dans ses sculptures, Vera Rome dévoile des formes réalisées et découpées à partir d'algorithmes. Elle témoigne de son intérêt pour les matériaux bruts, les formes géométriques et l'architecture, en jouant sur les relations à l'espace et à la lumière. Wolfram Ulrich joue avec les perspectives. Entre peinture et sculpture, ces polygones d'acier rouge semblent flotter sur le mur. Il crée une sensation de profondeur et joue avec le regard du spectateur.
François Morellet utilise un langage géométrique dépouillé qui prend l'apparence de formes et de couleurs simples. Ses œuvres en néon, qui s'intéressent au jeu de hasard et à l'aléatoire, apportent contraste et effet d'optique. Jean-Charles Pigeot considère ses œuvres comme des sculptures architecture. Son travail épuré et chatoyant prend la forme de maquettes qui font écho à la mythologie et à la mysticité. La maquette de l'architecte Odile Deck peut être perçue comme une œuvre d'art à part entière. Réalisée en bronze, ces lignes évoquent l'architecture du bâtiment du Frac de Bretagne. Avec ses sculptures habitacles, André Bloch accomplit une symbiose entre architecture et sculpture. Son œuvre ronde et incurvée renvoie à l'architecture préhistorique et à un espace organique. L'œuvre d'Émile Giglioli est inspirée d'une construction réelle, la chapelle Paquier située en Isère. Réalisée en bronze poli, elle joue avec les ombres et la lumière. L'œuvre mobile de Susumu Shingu, réalisée en fibre de carbone, semble capturer et emprisonner la lumière. Grâce à cette sculpture en mouvement, l'artiste démontre que technologie, science et ingénierie sont étroitement liées à l'art et à la poésie. À travers ces maquettes, Francesco Marino di Teana imagine l'architecture et l'urbanisme de demain. Il met en scène et en volume les édifices qui pourraient s'y inscrire. Avec l'utilisation de miroirs et d'éléments architecturaux déformés, Sarah Oppenheimer transforme les perspectives. Son œuvre est une maquette qui configure et transforme l'espace grâce à l'utilisation d'aluminium et de verre. Le carré est omniprésent dans la sculpture de Norman Dilworth qui s'intéresse aux notions de vide et de plein. Il utilise différents matériaux industriels pour le mettre en volume tout en s'interrogeant sur la loi des nombres et leurs multiples possibilités. Pionnier de l'art minimaliste, la sculpture de Sol Lewitt est réalisée en acier. Elle résulte d'un travail de l'artiste autour du cube et du chiffre 3 qui peut s'assembler, s'additionner et se multiplier à l'infini. Les tableaux en 3 dimensions de Yakov Agam s'intéressent aux formes, aux mouvements et à la géométrie. Ils demandent la participation et le déplacement des visiteurs pour prendre vie. Ces 2 gouaches en noir et blanc témoignent de l'importance de la thématique musicale dans les compositions de l'artiste. La sculpture de Nathalie Elemento nous renvoie au sentiment du quotidien. Les points en relief sur la surface blanche de son œuvre mettent en avant la poésie de l'écriture braille. Les cercles réalisés par Marina Apollonio créent un effet d'optique. Leur mouvement rotatif captive le spectateur tout en le questionnant sur le mécanisme et l'illusion qu'il s'en dégage. Le verre est au centre du travail d'Anne-Véronica Janssens qui le détourne pour révéler l'instabilité de notre perception du temps et de l'espace. Entre 2 plaques de verre, elle conserve ici un miroir dans son état fragile. Dans ses créations, Liam Gillick utilise des matériaux de masse pour interroger l'environnement bâti et toutes les questions qui peuvent en découler, qu'elles soient politiques, économiques ou sociales. Sylvie Rivillon travaille la pierre brute. Les ondulations de sa sculpture, qui s'étirent verticalement, font écho à la nature et à son environnement. Geneviève Claes s'intéresse aux formes et aux matériaux simples. L'artiste peintre et sculptrice dévoile des œuvres subtiles qui jouent avec symétrie, angle de vue et perspective. Les antisculptures de Jean de Vannes sont réalisées à partir de pièces de carrosserie d'automobile qu'il peint de couleurs vives avec une laque industrielle. Il s'amuse des normes artistiques en intitulant avec dérision son œuvre Rond de bosse. Précurseur de l'art cinétique et électronique, Nicolas Schoffer réalise des sculptures lumineuses et dynamiques qui offrent des effets visuels et optiques au gré de leur mouvement. Nathalie Elemento s'intéresse au mobilier intérieur et aux objets que nous croisons tous les jours. Avec cette sculpture, elle révèle une véritable architecture qui met en évidence l'espace du coin. En 2015, avec l'exposition Archisculpture, Daniel Capel-Marcovici rend hommage à son compagnon Tristan Fourtine qui était architecte. Leur passion pour la diversité des points de vue, de l'espace, du déplacement et du mouvement que l'art du volume induit est alors mise à l'honneur à travers des sculptures d'architecture et des maquettes. L'œuvre fragile et délicate de Sarasi présente un bloc-notes sculpté au laser. Les éléments figuratifs illustrés nous rappellent l'architecture d'immeubles new-yorkais avec leurs escaliers de secours. Les créations d'André Bloch résultent d'une réflexion autour de la notion d'habitat. Réalisée à partir de fils métalliques noirs et dressés, sa sculpture prend des airs futuristes et favorise les jeux d'ombre et de lumière.
Entre sculpture, design et architecture, la maquette du pavillon réalisée par Dan Graham pour la Porte de Versailles à Paris rappelle ces installations in situ qui résultent de nombreux questionnements autour de l'expérience du corps dans l'espace. Tadashi Kawamata réalise un art éco-responsable. Sa maquette, confectionnée à partir de bois et débris recyclés, a un impact environnemental faible. Elle fait référence à un projet éphémère et participatif réalisé par l'artiste en 2013 dans le parc de la Villette à Paris. Avec sa sculpture, Tetsuo Harada joue du contraste entre la pierre et l'objet qu'elle représente. Un coussin, pièce de matière souple et de rembourrage duveteux qui invite au repos et à la rêverie. De nombreux courants artistiques se rejoignent au cœur de l'abstraction. Depuis sa création, la Fondation Villadatrice a dévoilé son soutien pour toutes ces formes d'art modernes et novatrices. Les œuvres d'art optiques et cinétiques exploitent la faillibilité de l'œil à travers des illusions, des jeux d'optique ou encore des œuvres en mouvement. Jesus Rafael Soto questionne les formes et les matériaux à travers la représentation d'œuvres géométriques complexes. Il joue avec les couleurs, les plans et les reliefs afin de produire un mouvement dans ses maquettes tridimensionnelles. En assemblant des mailles métalliques modelées à la main et en les reliant à des moteurs dirigés par une programmation informatique, Elias Crespin réalise une incroyable figure géométrique. En perpétuelle évolution, elle évoque une chorégraphie et interroge sur l'espace, le temps et le mouvement. L'œuvre optique de Yakov Agam rend hommage aux formes, aux couleurs et à la géométrie. Le carré blanc sur fond bleu se transforme en un éventail multicolore grâce au mouvement du spectateur. Les tableaux sculptures de Julio Lepard et Roger Wilder s'interrogent sur les concepts de mouvement et de temporalité. Leurs œuvres résultent de l'exploration des mouvements à travers l'utilisation de différents matériaux tels que la mécanique motorisée. Ils donnent vie à des formes géométriques initialement simples. Cette œuvre de Jesus Rafael Soto est un ensemble de carrés de couleurs vives et foncées qui font écho à la théorie du push and pull. Avec cette technique particulière, les couleurs associées sont vues comme se repoussant ou s'attirant. Ce contraste entre les couleurs chaudes et froides donne l'impression du mouvement par illusion d'optique. Pionnier de l'art optique et véritable théoricien de la couleur, Victor Vasarely joue avec notre perception de l'espace. Grâce à une utilisation maîtrisée de la peinture, ses œuvres colorées et géométriques semblent sortir de leur cadre. L'œuvre de Ludwig Wilding interroge elle aussi sur le rapport entre l'espace, le temps et le visiteur. Par le déplacement de ce dernier, les formes prennent vie. Dans ses travaux cinétiques, Dario Pérez Flores s'intéresse à la couleur et au mouvement. Il cherche progressivement à établir une harmonie des couleurs parfaite grâce à la lente rotation de ses cylindres. Carlos Cruz Diez est un théoricien de la couleur considéré comme un acteur majeur de l'art optique et cinétique. Cette œuvre est tirée de sa série de physiochromies, des structures de fines lamelles métalliques dont la couleur varie en fonction de l'intensité de la lumière et de la position du spectateur. En 2017, l'exposition De nature en sculpture à la Fondation Villadatrice montre des artistes qui ont choisi de dévoiler les multiples facettes de la nature. Art orienté objet est un duo d'artistes très engagés pour la cause animale. Ils proposent des rituels de protection des espèces avec leurs tambours à broderie représentant des animaux en voie de disparition. Dans ses sculptures, Antonio Gagliardi s'intéresse à l'espace, au jardin et à l'architecture. Ces maisons d'oiseaux résultent d'un processus de création étonnant. Voulant d'abord réaliser une accumulation de nichoirs, représentation de la sururbanisation de nos espaces, l'artiste finit par créer ses habitations utopiques entre bulles et nuages. Evert Lindfors puisait son inspiration de la vie à la campagne et du travail des paysans. Passionné d'histoire naturelle, il prit pour modèle des taxidermies prêtées par le musée Requien d'Avignon afin de réaliser une grande série d'animaux réalistes ou imaginaires. À partir des peintures préhistoriques de la grotte de Lascaux et la grotte Chauvet, Samuel Rousseau collabore avec ces artistes disparus il y a entre 30 000 et 40 000 ans. Ensemble, ils donnent vie à ces animaux grâce à une projection faite sur mesure où mouvement et perspective se créent sur les sillons de la pierre. Le travail d'Eva Ramphel est une réflexion sur l'espace, la forme et la lumière. Elle développe en volume différents matériaux comme le papier ou le métal pour créer des sculptures organiques qui représentent des phénomènes s'inspirant de la nature,
du monde marin et de la bioluminescence. Pour Alexis Ayer, toute forme construite de manière naturelle ou industrielle est architecture. Dans ses œuvres, il questionne la forme et l'espace et les conçoit pour s'intégrer dans un espace spécifique. Harald Fernagu travaille avec des masques issus de l'économie touristique de certains pays africains. Recouvertes de coquillages et accompagnées de photographies de la période coloniale, ces sculptures sont une tentative de décolonisation de nos collections d'œuvres d'art. Amélie Giacomini et Laura Céliès tentent de renouer avec l'animalité à travers leur film Toutes ces filles couronnées de langues pour aller jusqu'à oublier leur humanité. Ces conques de verre servent de refuge au récit de leur transformation en une nouvelle espèce animale éloignée de toute civilisation. Les paysages extraordinaires des îles où a grandi Sophie Lavaux inspirent l'ensemble de son œuvre. Elle retranscrit dans ses sculptures en porcelaine sa fascination pour les jardins merveilleux que la nature peut créer et que les humains n'ont pas encore transformés. La Communication Branch de Laure Prouveau est une branche de bois d'où pousse subtilement un téléphone portable. Cet assemblage absurde parle de la fusion entre la nature et la technologie, une thématique récurrente dans l'œuvre de l'artiste. Le végétal est au centre du travail de Marinette Koueko. Cette œuvre singulière de nature, à la fois robuste et délicate, est tissée en fibres de sisal. Marinette Koueko nous propose un land art domestiqué où nature se met à rimer avec intérieur. Béatrice Artus-Bertrand entretient un rapport sensible à la matière et aux matériaux qu'elle sculpte comme des carapaces protectrices. Ses œuvres sont un hommage aux ressources que la nature offre à l'homme, qu'elles soient minérales ou végétales. Les installations de Laurie Secchini se composent de modules en acier inoxydable ressemblant à une chaîne moléculaire. Elles interrogent les notions d'espace et d'environnement et évoquent le lien parfois étroit entre art et science. L'art engagé de Moffat Takadiwa dénonce le post-colonialisme et ses dérives désastreuses pour l'environnement. Sa sculpture, faite de tubes de dentifrice et de bombes aérosols, incarne une critique de la domination économique des grandes marques industrielles sur la situation écologique et sociale de notre planète. L'artiste britannique Kate Maguire évolue dans un monde fascinant et fantastique. Son matériau fétiche, la plume, lui permet de créer des sculptures aux apparences animales étranges qui rappellent les cabinets de curiosité. Les sculptures riches et abstraites de Rina Banerjee sont réalisées à l'aide de différents objets récupérés au cours de ses voyages. Le singe, considéré comme un messager dans la mythologie hindoue et ici orné et embelli de briques et de brocs, incarne la richesse et la modernité que ces matériaux peuvent revêtir. Incroyable source d'inspiration chez les artistes, les animaux sont ici au cœur de leurs travaux. En 2019, lors de l'exposition Bêtes de scène, les artistes ont abordé les grandes questions de notre société, de l'écologie aux mythologies. Réalisé en faïence émaillée, le poulpe luisant de Sébastien Gouju traverse de tous ses tentacules une étagère carrelée, suscitant amusement et surprise. La louve de Katia Bourdarel est parée d'un autre loup, délicatement décoré de perles, de tresses et de fourrures qu'elle a confectionnées avec sa mère et sa fille. Le fruit de cette création à 6 mains transforme la louve en un être séduisant et menaçant, à la fois mère de Rome et dévoreuse de chaperons rouges. Dionysis Cavalieratos utilise l'animal pour appeler à plus de tolérance et de solidarité. Sa sculpture est inspirée de l'organisation des cigognes qui, lors de leur vol migratoire, sont très solidaires des plus âgées d'entre elles. Avec cette installation, Laurent Berbos confronte la légèreté de l'image de l'oiseau à la simplicité du matériau du néon et de l'ampoule. Ces oiseaux de lumière deviennent des sculptures d'un univers à part dans lequel quotidien peut rimer avec poésie. Terence Musekiwa s'amuse à détourner les objets et transforme des clubs de golf en serpents. Shinyoka Muhu, qui signifie serpent dans le sol en Shona, langue du Zimbabwe, symbolise cette énergie de la nature et du geste de l'artiste qui donne vie aux objets. Avec son renard blessé, Pascal Bernier appelle aux émotions du spectateur. Son œuvre, intitulée Accident de chasse, nous amène de la compassion au malaise et nous encourage à revoir nos comportements vis-à-vis du bien-être animal et de la préservation des espèces. Les toises de Céline Clairon, intitulées Conseils de révision, proposent de nous mesurer à des crânes animaliers, pélicans, sangliers et antilopes. Elles soulèvent des questions sur la bestialité des hommes, tout en replaçant symboliquement et physiquement l'animal au-dessus de l'humain.
En 2012, l'exposition Mouvement et Lumière a rendu hommage aux artistes qui travaillent l'art cinétique et optique dans une atmosphère ludique et récréative. Ces artistes ajoutent une dimension lumineuse à leur sculpture et donnent un rôle central aux interactions avec le public. Grâce à des miroirs sans teint et des néons, Miguel Chevalier donne à ce tableau vertigineux la sensation de faire face à une matrice infinie de pixels. Les fleurs de pixels de Miguel Chevalier se génèrent à partir d'algorithmes fractaux. Entre paysages naturels et paysages virtuels, elles se développent à l'écran à partir d'une bibliothèque de formes géométriques. Nous les voyons naître, grandir et se transformer en d'autres fleurs numériques. Les œuvres d'Angela Bullock s'habillent d'un certain minimalisme aux couleurs vives et à la lumière réconfortante. À travers son pixel agrandi, elle interroge notre rapport aux images numériques. Avec son cube photographique, André Farrell matérialise sa volonté de capturer une réalité éphémère en passant de la photographie en 2 dimensions à la sculpture en 3 dimensions. Caroline Tapernou sculpte et drape le film polyester pour capturer le caractère insaisissable et infiniment pluriel de la lumière sur notre environnement. Cette œuvre, hommage à une espèce immortelle de méduses, met en scène l'évanescence de la lumière sur un milieu transparent. Le récit, l'histoire et l'espace sont essentiels dans le travail de Denis Pondruel. Cette sculpture en béton, ainsi que le poème de Paul Valéry qui l'accompagne, sont la matérialisation de l'esprit humain tel que l'artiste se l'imagine. Laure Prouveau utilise le langage comme médium à part entière. Dans son œuvre qui mêle artisanat et nouvelles technologies, elle tisse sa fiction familiale qu'elle travaille en tant que matière. La lumière est au centre du travail d'Ivan Navarro, qui s'en sert comme matériau de base dans ses sculptures électriques. Son œuvre dévoile un puits sans fond dans lequel s'inscrit le mot « degenerate ». Il fait référence à la dégénérescence optique engagée, mais aussi à l'insulte que proféraient les nazis envers les artistes des années 40. Avec des jeux de lumière et de miroir, Chu Yun-han chamboule notre capacité de perception et notre sens de la perspective. La méditation et la philosophie zen tiennent une place importante dans ses œuvres qui interrogent notre rapport à l'infini et au vide. Hans Cotter utilise la lumière comme un matériau de création à part entière. Ses œuvres, entre tableaux lumineux et sculptures expérimentales, remettent en question notre vision de l'espace. François Morellet fait partie des artistes précurseurs de l'art minimaliste. Les formes simples et le nombre limité de couleurs dans ses compositions laissent place à une abstraction géométrique qui bouscule notre concept de dimension et d'espace. Cette œuvre de Francis Guerrier ressemble à ce que l'on peut voir du ciel étoilé en glissant son œil dans l'oculus d'un télescope. Sculpture interactive, elle encourage le public à se manifester bruyamment pour faire briller ses étoiles. Peter Vogel travaille l'électronique, l'acoustique, mais aussi le caractère interactif de ses œuvres. Ici, le cercle bleu s'illumine au bruit qui l'entoure. Pour que l'œuvre prenne véritablement tout son sens, l'interaction du spectateur est indispensable. Robbie Cornelissen est un artiste hollandais qui crée des œuvres numériques où il réalise des structures architecturales imaginaires complexes et très détaillées. Le public se retrouve face à des espaces numériques vertigineux d'une grande complexité. Chaque année, les jardins de la Fondation Villa d'Atrice permettent de découvrir de nombreuses sculptures en lien avec le thème de l'exposition. Pour célébrer les 10 ans de la Fondation, 32 sculptures de la collection ont été réunies dans les jardins et sur les bords de la rivière. La sculpture de Jaildo Marino accueille les visiteurs. Ces 3 carrés assemblés dévoilent l'intérêt de l'artiste pour l'abstraction géométrique, les formes, leur vide et les jeux d'équilibre. La sculpture en acier inoxydable de Stéphane Guirand fait référence aux haïkus, des poèmes japonais extrêmement brefs qui se lisent à voix haute en une seule respiration. Les lignes simples et épurées de l'œuvre rappellent la calligraphie japonaise. L'art et la science se confrontent dans cette sculpture en forme de fleur géante de Miguel Chevalier. Réalisée en acier peint, elle est issue d'une œuvre numérique de l'artiste. Les œuvres de Monika Sosnowska font écho à l'art de l'architecture et ses différents matériaux industriels. Sa sculpture, réalisée à partir d'objets récupérés dans l'espace urbain, interroge l'espace et l'art de bâtir dans l'histoire de notre monde actuel. La ligne est une forme abstraite très souvent représentée dans le travail de Bernard Venet. Ici, elle se courbe et forme un arc, laissant apparaître la force et la brutalité du matériau employé, l'acier Corten.
Susumu Shingu propose une sculpture mobile dont les mouvements pendulaires, tantôt lents, tantôt rapides, sont animés au gré du vent. Il reflète les infinies variations de la nature qui se transforment au fil du temps. La sculpture en métal de Philippe Ikwili s'anime avec le vent. L'artiste s'inspire de l'anatomie de la nature et des animaux pour composer ses œuvres afin d'atteindre un équilibre tout droit sorti d'un rêve aux formes étranges. La sculpture de Philippe Deloubière fait partie d'une série sur le processus de germination. Elle représente sa vision de la croissance naturelle sans cesse à l'œuvre dans le monde qui nous entoure. Odile de Freycinet est une artiste qui tisse des fils de polypropylène qu'elle mêle à de l'acier en les fondant avec du sable ou de la terre. Cette stèle rend hommage à la force des femmes qu'il s'agirait de reconnaître selon l'artiste. Les 5 créatures bleues de Maki Xenakis sont issues d'un projet mené par l'artiste dans la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière à Paris, transformée en prison pour femmes au XVIIe siècle. Jusqu'à 8000 femmes y furent entassées, la plupart d'entre elles enfermées car rejetées par la société. Maki Xenakis, avec plus de 250 statuettes, rend hommage à ces femmes oubliées. Françoise Petrovitch façonne un monde ambigu, merveilleux et souvent inquiétant. À travers cet animal humanisé, l'artiste nous rappelle l'univers d'Alice au pays des merveilles. Antonella Zazzera propose ici une installation composée de fils de cuivre tissés à la main. L'artiste joue avec l'apparence changeante de l'œuvre et son inscription dans la nature. Jean Denand sculpte nos paysages et représente la mer Méditerranée en miroir. Par cette sculpture, l'artiste nous encourage à réfléchir à toutes les identités qui se construisent autour de cette mer. Le bois brut et naturel est le matériau de prédilection de David Nash. Ces 3 sculptures en chêne brûlé prennent une forme semblable à 3 corps recueillis, fruit de la collaboration de l'artiste avec la nature. La sculpture d'Anne Claverie représente un arbre de caoutchouc à la peau reptilienne. Il se présente à nous dans un paradoxe complet entre naturel et industriel. Cyrus Vell est une artiste qui travaille les matériaux bruts en les associant à cette couleur bleue récurrente dans ses œuvres. À travers ses sculptures, elle s'interroge sur l'univers. Jean-Pierre Hesnaut s'est intéressé très tôt à la récupération d'objets du quotidien et à leur pouvoir émotionnel. Le pot est un objet familier chez l'artiste qui décline aujourd'hui en de nombreuses séries, comme ici en version démesurée. Les sculptures d'Alfieri Gardone prennent des airs archaïques. Elles interrogent sur les gestes artisanaux employés pour travailler la matière qui nécessite force et brutalité. Celle-ci, modèle unique, a été réalisée en aluminium coulé par le procédé de la fonte au sable à modèle perdu. Le sculpteur Henri-François Dumont travaille autour de la thématique du siège, dont il détourne la fonction première. Ce siège, réalisé en inox, est surélevé par un escalier rouge montant vers le vide, métaphore de la chute de notoriété. La sculpture de Marc Nocera est un cyprès sculpté à la tronçonneuse, outil fétiche de l'artiste. Les formes sinueuses de ce banc en vrille font écho aux oliviers et aux amandiers de Provence qui se développent souvent en torsade. L'énergie, le commencement de chaque chose, est au cœur de la sculpture d'Ariel Moscovici. Cette boule de métal peut être rapprochée d'un œuf ou même d'une graine, qui tous deux contiennent la vie à ses tout débuts. Cette sculpture de Gabriel Sobin est faite à partir d'un marbre noir. Le sculpteur travaille la pierre dans le but de déconstruire les clichés autour de ce matériau souvent considéré comme lourd, statique et froid. Le vent qui s'engouffre dans les courbes du marbre l'anime et lui donne une impression de légèreté. Daniel Buren est un artiste que l'on reconnaît à son célèbre motif de bande, large de 8,7 cm, devenu sa signature. Déjà investi par l'artiste en 2015, l'ascenseur de la Fondation Villadatrice s'habille de rayures et de filtres qui colorent autant ses usagers que le paysage qui défile sous leurs yeux. La sculpture de Jean-Suzanne, mouvante et changeante sous les rayons du soleil, fait naître un dialogue entre le vide et le plein, entre ce qui compose son intérieur et son extérieur. Olivier Decoux est un artiste qui travaille les formes mathématiques et particulièrement l'angle droit. Il lui ajoute, comme ici, des carrés, des rectangles et des lignes pour faire naître sa sculpture. Norman Dilworth travaille le carré dans toutes ses variations à l'aide de calculs et de systèmes d'organisation définis à l'avance. Le titre de ces sculptures implique souvent les calculs utilisés pour les créer, ici une multiplication. Le métal est au centre du travail de Nicolas Sanne.
Il réalise à partir de ce matériau de véritables lignes spatiales. Ces sculptures interrogent sur les notions d'absence et de vide qui font partie intégrante de l'œuvre. Autodidacte, Étienne Viard travaille depuis des années l'acier Corten qu'il plie, découpe et modèle à froid. Sa pièce est issue d'une longue réflexion consolidée par des dessins, des découpages et des maquettes préalables à l'œuvre. Le travail de Vincent Mauger est caractérisé par des processus complexes de création qui impliquent des formules mathématiques et des installations géométriques denses. Sa sculpture, composée de plaques en inox découpées, se présente comme une météorite intrigante. Les œuvres de Raphaël Barrios semblent défier les lois de l'espace et de la gravité. Elles jouent avec le regard du spectateur et créent des illusions avec un équilibre subtil des formes, des couleurs et des lignes. Jean-Paul Moscovino sculpte la couleur et s'inspire des pliages. Son œuvre prend vie grâce à la lumière qui se pose sur ses différentes faces. Elle se présente comme la silhouette d'un homme dont les contours changent tout au long de la journée.